et bonjour. Quand je pratique, quand j'entraîne, je m'éclate, je prends mon pied. C'est super. Quand je côtoie les dirigeants de club, je pleure. Quand je lis, quand j'entends, quand je découvre les magouilles, les problèmes de corruption, de dopage, je gerbe. Et quand je vois toutes les tergiversations pour Paris 2024, je suis réellement triste. Je n'ai plus envie d'être triste. J'ai plus envie de pleurer. J'ai plus envie de gerber. Je veux simplement être bien. Pas vous. Bref, tout ceci pour dire qu'aujourd'hui, le sport français est à la dérive. Quand vous avez une certaine légitimité, une vision différente des autres, vous devez faire partager votre vision pour simplement faire bouger les lignes. Je veux faire bouger les lignes d'abord pour les athlètes, pour les aider à être les numéros 1 sur la scène internationale, pour que le sport remplisse pleinement sa mission de rôle éducatif, pour les dirigeants qui ont des formations obsolètes, complètement périmées. C'est comme si ils conduisaient leurs athlètes faire le Mont Blanc avec des tongs, pour les dirigeants de clubs qui sont exsangues, qui est une espèce en voie de disparition. Et quand on regarde la gouvernance du sport, tout est vérolé jusqu'à la moelle. Tout le monde réclame une nouvelle gouvernance, mais rien ne bouge. C'est comme si on pissait dans un violon. À l'international, c'est nous les Français, c'est notre génie qui a construit les Jeux Olympiques, et je prédis que si rien ne bouge, d'ici une génération, le CIO aura disparu et les JO devenus une belle nostalgie. J'ai dit que j'avais une certaine légitimité. C'est ce que je pense. Mais c'est vous qui allez me dire si elle est vraie. Alors, si vous permettez, je vais me présenter. Je m'appelle Luis Fernandez, j'ai 67 ans et vous êtes dans mon bureau. Bienvenue. Si je dois décrire mon parcours professionnel, je dirais qu'il y a 3 phases. La première phase, c'est la conquête de ma quête. Quand j'étais adolescent, j'avais un objectif, comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui gagne ou qui perd. Comme le sport, c'était mon rêve d'adolescent. Comme tous les jeunes ont des rêves. Moi, c'était le mien. Comme le sport était mon domaine, j'étais à la conquête de ce rêve, par le biais du sport. Et une des premières choses que j'ai fait, je suppose que vous avez entendu parler de la Sofro. Le papa de la Sofro dans le sport en France, c'est votre serviteur. Ça remonte, je parle là, des années 75-76. De là, je me suis retrouvé prof à l'INSEP, avec en charge participer à la formation des entraîneurs nationaux, du suivi d'athlètes, des recherches. Et dans cette période, dans cette décennie, des années 80-90, il y a eu au niveau, donc j'étais affecté au laboratoire de psycho à la mission recherche, il y a eu dans le domaine de la psycho une sorte de mini-crise venue des USA. Est-ce qu'il fallait prendre la voie de la psychologie académique, la voie académique ou la voie appliquée? Tous mes collègues français ont pris la voie de la psychologie académique pour asseoir scientifiquement la science et en même temps essayer de faire une carrière universitaire. C'est complètement légitime et respectable. Pour ma part, j'étais le seul à prendre la voie de la psychologie appliquée. Parce que, avant de chercher une reconnaissance académique, je voulais avoir la légitimité de tous les athlètes et tous les entraîneurs. Bien. Dans cette période-là, décennie prof à l'INSEP, j'ai publié un certain nombre d'ouvrages. Je vais vous les montrer. Le premier, c'était Sofro et compétition sportive. Le second, la Sofro, explique aux sportifs, la préparation psychologique. Et quand j'ai eu le sentiment d'avoir atteint ma quête, c'est-à-dire comprendre le mental, j'ai publié un livre qui s'appelle Savoir gagner. C'est la première version, ça c'est la troisième.
qui est devenu le livre de chevet des champions français. Aujourd'hui encore, un jeune de 15-16 ans, et je l'écris pour un jeune de 15-16 ans, un jeune de 15-16 ans qui le lit a l'impression qu'il a été écrit il y a 3 mois. Et quand un sportif le prête à un copain, soyez sûr qu'il ne va pas le récupérer. Bien. Ça, c'est la première période. Et en publiant ça, je recevais dans mon bureau, à la mission recherche, bon nombre d'entraîneurs, bon nombre d'athlètes pour les aider à être encore plus performants. J'ai vu, j'ai côtoyé, j'ai fréquenté des bons, des très bons, même on va dire des monstres, des géants. Je vais simplement citer un, on est Christian Mouer, en escrime, qui a été rejeté par le milieu français, parenthèse. À force de recevoir ces champions et ces athlètes et entraîneurs, j'ai fini par me poser la question, est-ce que les structures doivent être au service de l'homme ou l'homme doit-il se plier à des structures? Quand on se pose la question, on y répond. Et donc, j'ai été conduit à publier un livre, Sauvons le sport, où je dénonçais tous les travers du sport et je disais à tout le monde de faire référence à ce qu'il vivait dans son club, son sport, quelle que soit sa région. Quand l'INSEP tousse, c'est toute la France sportive qui s'enrhume. J'étais prof à l'INSEP, ça a fait du bruit et j'ai payé cash. J'avais eu le malheur d'être le poète qui avait raison avant tout le monde, marqué à l'encre rouge, au placard et les mains incontrôlables. Toute ma carrière. Mais bon, c'est bien. Deuxième phase. Confirmer ma conquête. Dans le placard, de m'avoir mis au placard, je les remercie. Ça m'a permis de côtoyer des gens super, fabuleux. Et dans cette période-là, je me suis occupé des plus humbles. C'est-à-dire le sport dans les quartiers. Venez à Toulouse, tous les quartiers chauds. La promotion du sport féminin et la promotion pour les handicapés. Du sport pour les personnes en situation de handicap, pour reprendre la terminologie. Et pendant ce travail, enfin l'intérêt de ce travail, c'est qu'au moins ça avait du sens, du vrai sens. Et ce n'était pas du gratte-papier. Et pendant ce travail-là, j'ai continué à faire quelques incursions dans le sport professionnel, que ce soit l'athlétique de Bilbao, en Espagne, en football, au CSP Limoges en basket, à l'Olympique de Marseille, et en tennis chez Bruguera, pour confirmer ce que j'avais trouvé. Ici, une petite parenthèse. Quand j'étais à l'INSEP, les entraîneurs ont lu le bouquin Savoir gagner, celui-ci, pardon, et ils m'ont dit, putain Loïs, c'est génial, mais on aimerait que tu nous files les tours de main. Et donc, je me suis enfermé dans mon bureau, je suis à l'INSEP, donc c'était facile, et pour chaque chapitre, j'en ai fait 40, j'ai fait 40 pages. Donc j'ai publié les dossiers du vainqueur, que voici, qui sont encore à la bibliothèque à l'INSEP, où j'expliquais tous les tours de main. En gros, c'est comme un constructeur de voiture qui sort un nouveau modèle. Savoir gagner, c'était la présentation globale, et les carnets des dossiers du vainqueur, ce sont les livres techniques de telle sorte que n'importe quel mécano, aux 4 coins du monde, ne puisse faire toutes les réparations. Donc moi, sur cette philosophie-là, j'ai fait pareil même pour le mental, qui était palpable. Et j'ai fait absolument pareil. Ferme la parenthèse. Dans cette deuxième période de confirmer ma quête, je me suis aperçu que ces dossiers du vainqueur circulaient. Et que partout, aux 4 coins de France, il y avait tout un ensemble de photocopies qui circulaient, et dès l'instant que j'intervenais ou que je côtoyais, on m'en parlait. Donc j'ai tout repris et j'ai décidé de les restructurer, et j'ai publié du coup une encyclopédie pratique du mental. Là aussi, non, il y en a 12, il y en a 9 de publiés. Bon, ils sont là. Ça, c'est la deuxième période. En même temps que je travaillais, donc, que je confirmais ma quête, que je travaillais avec les plus humbles, je me suis aperçu que le merdier, pour parler clairement, qu'il y avait dans le sport de haut niveau français, était le même qu'il y avait dans le sport amateur.
et dans les petits clubs. Donc du coup, j'ai publié une analyse plus approfondie, la faillite du sport, où je pointais que le sport français était en faillite non pas une fois, mais 7 fois. Et évidemment, je faisais tout un ensemble de propositions pour changer tout ceci. Ça, c'est la fin de la deuxième période. L'âge aidant, la période de la retraite arrive et commence une troisième période de ma vie dans laquelle je suis heureux. Et dans cette troisième période de ma vie, je me suis dit quoi faire. J'ai essayé tout simplement de transmettre tout ce que j'avais appris aux nouvelles générations et de partager ma vision. Le problème, c'est quand vous avez dit transmettre, alors transmettre, la meilleure définition que j'ai trouvée de transmettre, c'est irriguer les plaines de l'avenir. Je trouvais ça, l'expression, je trouvais ça magnifique. Irriguer les plaines de l'avenir. Mais quand vous avez dit je vais transmettre, je transmets quoi? Donc je suis parti méditer, et puis là, pour transmettre, je me suis aperçu que la seule solution, c'était de remonter à la source. Parce que, quel que soit le sport que vous pratiquez, que vous entraînez, peu importe, quel que soit le sport, les jeunes que l'on forme, on les aide à quoi? On les aide à progresser, on les aide à gagner, et au bout du bout, on les aide à se dépasser. Quand on a fait ce constat, on a un peu de recul et vous vous dites, est-ce que la science du dépassement de soi existe? Elle n'existe pas? Non, mais on s'en fout, on va la créer. Et donc du coup j'ai créé l'hémétrologie, la science du dépassement de soi dans une vision humaniste. Hémétrologie, ça vient du grec, ex, métron et logos. Métron, mesure, logos, étude, et ex, vous en avez 4, ex, au-delà d'eux, EU, la recherche de l'harmonie pour la dimension humaniste, E de ED de éducation et le E de e-learning. Voilà un peu l'étymologie du mot hémétrologie. Et cette science de l'hémétrologie a, comme sa grande sœur, on va dire, la psychologie, 3 branches. La première branche, c'est l'hémétrologie de la personne, c'est-à-dire comment aider une personne à se dépasser, quels sont tous les grains de sable qui l'empêchent de se dépasser. Donc ça, c'est le premier axe. Et aujourd'hui, je continue à collaborer avec quelques athlètes pour finir de peaufiner une méthodologie qui s'adapte à tous les sports, tous les athlètes, quel que soit leur niveau, pour être performants. De la même façon qu'il y a une planification précise au point de vue technique, physique, au point de vue mental, il y a une méthodologie précise qui permet à chacun d'aller au bout de sa quête, d'une manière posée, structurée, et complètement cohérente, et qui s'adapte à tous les sports et à toutes les disciplines. Il y a pas, ça, c'est à disposition. La deuxième, c'est, donc, première partie, premier axe, hémétrologie de la personne. Deuxième axe, hémétrologie de la pratique. Et là, je m'adresse au coach. Regardez l'apport et l'impact qu'ont eu l'arrivée des préparateurs physiques dans notre pratique. Dans notre pratique, ils ont modifié presque tout. Alors imaginez quel est l'apport d'un spécialiste, non pas du mental, parce que ça c'est du violon, mais d'un spécialiste du dépassement de soi. Ça vous change radicalement tout. À tel point que, je vous donne un exemple concret, aujourd'hui, le spécialiste du dépassement de soi, en sport co, prépare la fin du match avec la même rigueur que vous, les coachs, vous préparez votre entame. Parce que vous préparez l'entame, et après, on gère le match. Avec peur de ventre creux, ventre mou. Là, le spécialiste vous apprend et vous aide à préparer la fin de votre match. Et chaque match est unique, ne vous inquiétez pas, c'est tout ça par cœur. Chaque match est unique, mais vous pouvez préparer la fin de votre match avec la même rigueur que vous préparez l'entame. Donc, hémétrologie de la pratique, tout aussi passionnant que l'hémétrologie de la personne. Et dernier axe, l'hémétrologie des organisations. Là, le cœur, c'est est-ce qu'une structure, quel est le cœur, quelle est l'essence, quelle est la raison d'être d'une structure? Et est-ce que son mode de fonctionnement correspond à sa raison d'être, à ce pourquoi elle a été créée?
Aujourd'hui, c'est un pataquès immonde parce que la raison d'être a été complètement oubliée, malgré les discours de façade. Et il y a besoin de tout changer, de repenser toute la structuration pour qu'elle soit en phase avec ce pourquoi elle a été créée. Ça, c'est passionnant et c'est dangereux aussi. Mais bon. Donc voici les 3 axes. Est-ce que, voilà un peu schématiquement ma présentation, à la conquête de ma quête, confirmer ma quête et transmettre ma quête. Donc je transmets à travers cette nouvelle science et ces 3 axes. Est-ce que je suis légitime pour faire bouger les lignes? Je ne sais pas, c'est à vous de dire. Mais voilà, je me suis présenté, je me suis mis à nu naturellement devant vous, à vous de décider. Et à vous de dire, oui, non, ce mec est un tocard, ou il a la légitimité. Ce que je peux dire, c'est que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pu, en dehors de tout ce que j'ai pu dénoncer, tout ce que j'ai pu proposer, jusqu'à présent, il est resté lettre morte. Jean Ferrat disait, je twisterai les mots s'il fallait les twister, en parlant des camps de concentration. Mais moi, j'ai envie de vous dire, je twisterai les mots s'il fallait les twister pour que les sportifs aient un avenir meilleur. Donc, mon combat est là, mon idéal est là, remettre l'humain au cœur du sport et proposer un mode de fonctionnement et des organisations et de la pratique qui soient en accord avec une vision humaniste. Voilà, pour me présenter et pour vous permettre de dire si j'ai ou pas une certaine légitimité. Et puis, merci de m'avoir écouté.